Lumos, hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec la suite de ma vidéo lecture précédente. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit i. Je vous ai lu le chapitre 24 qui est le fabricant de baguettes, donc le chapitre 24 de Harry Potter et les reliques de la mort. Pourquoi j'ai décidé de vous lire ce chapitre là et aujourd'hui pourquoi est-ce que je décide de vous lire le chapitre de la chaumière au coquillage? Tout simplement parce que je vous ai sorti une vidéo Sims tout récemment dans laquelle je recréais la chaumière au coquillage. Justement, vous retrouverez cette vidéo là dans le petit i aussi. C'est une vidéo que j'avais adoré faire et je me disais que ça pouvait être sympa de lier cette vidéo création avec une vidéo lecture. Donc finalement j'ai décidé de couper ces vidéos en deux étant donné qu'en fait c'est très long de faire une lecture. Voilà, hein, un chapitre c'est très long. Donc, en tout cas, un chapitre chez J.K. Rowling, le chapitre précédent fait presque 30 pages, celui-ci en fait une vingtaine. Mais voilà, j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui vous plaît. Étant donné que je fais les deux dans la foulée, je me prends peut-être... Je n'ai pas votre avis au moment où je lis voilà ce deuxième chapitre, mais enfin bref, on va y aller tout de suite. Donc comme je vous le disais, on est au chapitre 25 d'Harry Potter et les reliques de la mort. On est à la page 536 et le chapitre s'intitule La chaumière au coquillage, évidemment. Le cottage de Bill et Fleur se dressait seul sur une falaise qui dominait la mer, ses murs incrustés de coquillages et blanchis à la chaux. C'était un endroit magnifique et solitaire. Où que Harry se trouve, à l'intérieur de la petite maison ou dans le jardin, il entendait le flux et le reflux constant de la mer, telle la respiration d'une gigantesque créature assoupie. Il passa les quelques jours suivants à chercher des excuses pour s'échapper du cottage, surpeuplé, avide de contempler du haut de la falaise le vaste ciel, l'immense mer vide, et de sentir sur son visage le vent froid et salé. L'énormité de sa décision de renoncer à prendre Voldemort de vitesse pour s'emparer de la baguette avant lui continuait d'effrayer Harry. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais choisi dans sa vie de ne pas agir. Il était rempli de doutes, et des doutes que Ron ne pouvait s'empêcher de formuler lui-même chaque fois qu'ils étaient ensemble. Et si Dumbledore avait voulu qu'on comprenne le symbole à temps pour pouvoir retrouver la baguette? Et si le fait de découvrir que la signification du symbole te rendait digne de conquérir le relique? Harry, s'il s'agit vraiment de la baguette de Suro, comment diable pourrons-nous en finir avec tu sais qui? Harry n'avait pas de réponse à ces questions. Par moments, il se demandait si ce n'était pas de la pure folie de n'avoir rien tenté pour empêcher Voldemort d'ouvrir la tombe. Il était même incapable d'expliquer de manière satisfaisante la raison pour laquelle il y avait renoncé. Chaque fois qu'il s'efforçait de reconstituer les débats intérieurs qui l'avaient amené à prendre cette décision, ses arguments lui paraissaient de plus en plus faibles. Étrangement, l'approbation d'Hermione le troublait autant que les doutes de Ron. Forcée à présent d'admettre que la baguette de Suro existait bel et bien, elle maintenait qu'il s'agissait d'un objet maléfique et que la façon dont Voldemort en avait pris possession était répugnante, impossible à envisager. « Tu n'aurais jamais pu faire une chose pareille, Harry, » répétait-elle sans cesse. « Tu n'aurais pas pu forcer la tombe de Dumbledore. » Mais l'idée de la dépouille de Dumbledore effrayait beaucoup moins Harry que l'éventualité d'avoir mal compris les intentions qu'il avait eues de son vivant. Il éprouvait toujours le sentiment de tâtonner dans le noir. Il avait choisi son chemin mais ne cessait de regarder en arrière, se demandant s'il n'avait pas mal lu les indications, s'il n'aurait pas dû prendre l'autre direction. De temps en temps, un accès de colère contre Dumbledore le submergeait à nouveau, aussi puissant que les vagues qui se fracassaient contre la falaise au-dessous du cottage. Que Dumbledore ne lui ait pas donné d'explication avant de mourir le mettait en fureur. « Mais est-ce qu'il est vraiment mort ?» demanda Ron 3 jours après leur arrivée au cottage. Harry regardait la mer, par-dessus le muret qui séparait le jardin du bord de la falaise, lorsque Ron et Hermione étaient venus le retrouver. Il aurait mieux aimé rester seul, ne voulant pas participer à leur dispute. « Oui, Ron, il est mort. S'il te plaît, ne recommence pas. »« Regarde les faits, Hermione !» répliqua Ron. Harry, pris entre les deux, continuait de contempler l'horizon. La biche argentée, l'épée, l'œil que Harry avait dans le miroir. Harry reconnaît que cet œil était peut-être un effet de son imagination. N'est-ce pas, Harry ? C'est possible, répondit Harry sans la regarder. Mais tu ne le penses pas vraiment, ajouta Ron. Non, je ne le pense pas vraiment, dit Harry. Et voilà, s'exclama aussitôt Ron avant qu'Hermione ait pu reprendre la parole. Si ce n'était pas Dumbledore, explique-moi comment Dobby aurait pu savoir que nous étions dans cette cave, Hermione. Je l'ignore. Mais peux-tu m'expliquer comment Dumbledore nous l'aurait envoyé s'il repose dans une tombe à Poudlard? Je ne sais pas, c'est peut-être son fantôme. Dumbledore ne reviendrait pas sous la forme d'un fantôme, rassura Harry. Il y avait désormais peu de choses dont il était sûr au sujet de Dumbledore, mais cela, au moins, il le savait. Il aurait continué. « Qu'est-ce que tu entends par « continuer » interrogea Ron.
Mais Harry ne put en dire plus car une voix derrière eux l'interrompit. « Harry ?» Fleur était sortie du cottage, ses longs cheveux d'un blond argenté volant sous la brise. « Harry, Gripsec voudrait te parler. Il est dans la plus petite des chambres. Il dit qu'il ne veut pas qu'on l'entende. » De toute évidence, elle n'avait pas du tout apprécié que le gobelin l'envoie transmettre un message. Elle paraissait de mauvaise humeur lorsqu'elle retourna vers la maison. Gripsec les attendait, comme Fleur l'avait dit, dans la plus minuscule des 3 chambres du cottage, là où dormaient Hermione et Luna. Il avait tiré les rideaux, de coton rouge contre les ciels brillants, parsemés de nuages, baignant la pièce d'une lueur rougeoyante qui contrastait avec le reste du cottage, où tout était clair et aéré. « J'ai pris ma décision, Harry Potter », annonça le gobelin, assis les jambes croisées, ses doigts grêles pianotant sur le bras de son fauteuil. « Les gobelins de Gringotts verront là une vile trahison, mais j'ai décidé de vous aider. »« Formidable !» s'exclama Harry, qui sentit monter en lui une vague de soulagement. « Merci, Gripsec, nous sommes vraiment en échange d'autre chose, » coupa le gobelin d'une voix ferme. « D'un paiement. » Légèrement interloqué, Harry hésita. « Combien voulez-vous ? J'ai de l'or. »« Pas d'or, » répliqua Gripsec. « De l'or, j'en ai aussi. » Son regard noir scintilla. Ses yeux étaient dépourvus de blanc. « Je veux l'épée. L'épée de Godric Gryffondor. » L'enthousiasme de Harry retomba. « C'est impossible, dit-il. Je suis désolé. »« Dans ce cas, reprit le gobelin d'une voix douce, nous allons avoir un problème. »« Nous pouvons vous donner autre chose, s'empressa de proposer Ron. J'imagine que la chambre forte de Lestrange doit être bien garnie. Quand nous y serons entrés, vous n'aurez qu'à vous servir. » C'était ce qu'il ne fallait pas dire. Gripsec rougit de colère. « Je ne suis pas un voleur, mon garçon. Je n'essaye pas de m'emparer de trésors sur lesquels je n'ai aucun droit. L'épée nous appartient. »« Ce n'est pas vrai, » répliqua le gobelin. « Ce n'est pas vrai. »« Nous sommes des élèves de Gryffondor, et cette épée était celle de Godric Gryffondor. » Avant d'être à Gryffondor, à qui appartenait-elle ? Demanda d'un ton impérieux le gobelin qui s'était redressé dans son fauteuil. À personne, répondit Ron. Elle a été fabriquée pour lui, non ? Pas du tout, s'écria le gobelin, hérissé de fureur, un long doigt pointé sur Ron. L'arrogance des sorciers, une fois de plus. Cette épée était celle de Ragnuk Ier, et elle lui a été prise par Godric Gryffondor. C'est un trésor perdu, un chef-d'œuvre de l'art des gobelins. Il appartient aux gobelins. L'épée sera le prix à payer pour mon aide, à prendre ou à laisser. Gripsec leur adressa un regard noir. Harry jeta un coup d'œil aux 2 autres et dit « Il faut que nous en parlions, Gripsec, pour voir si nous sommes d'accord avec votre proposition. Pouvez-vous nous donner quelques minutes ?» Le gobelin, la mine revêche, acquiesça d'un signe de tête. En bas, dans le living room vide, Harry s'approcha de la cheminée, le front plissé, s'efforçant de réfléchir à ce qu'il convenait de faire. Derrière lui, Ron lança « Il se fiche de nous. On ne va pas lui laisser cette épée. » Est-ce vrai ? Demanda Harry et Hermione. Est-ce que l'épée a été volée par Gryffondor ? Je ne sais pas, répondit-elle, l'air désespéré. L'histoire telle que la présentent les sorciers glisse souvent sur ce qu'ils ont fait à d'autres espèces magiques, mais je n'ai jamais rien lu qui dise que Gryffondor ait volé l'épée. Ça doit être encore une de ces histoires de gobelins qui prétendent que les sorciers essayent toujours de prendre l'avantage sur eux, affirma Ron. On peut s'estimer heureux qu'ils ne nous aient pas réclamé l'une de nos baguettes. Les gobelins ont de bonnes raisons de ne pas aimer les sorciers, Ron, rétorqua Hermione. Ils ont été maltraités dans le passé. Les gobelins ne sont pas vraiment des mignons petits lapins, fit remarquer Ron. Ils ont tué beaucoup d'entre nous. Ils nous ont combattus sans pitié. Mais discuter avec Gripsec pour essayer de savoir laquelle des 2 espèces est la plus fourbe et la plus violente ne l'incitera pas à nous aider davantage, tu ne crois pas ? Il y eut un silence pendant qu'il réfléchissait à un moyen de contourner le problème. Harry regarda par la fenêtre en direction de la tombe de Dobby. Luna disposait des lavandes de mer dans des bocaux à confiture à côté de la pierre tombelle. « Bon, écoutez-moi, » reprit Ron. « Vous me direz ce que vous en pensez. » Harry se tourna vers lui. On explique à Gripsec qu'on a besoin de l'épée jusqu'à ce qu'on soit rentré dans la chambre forte et qu'ensuite, il pourra la voir. Il y en a une copie là-bas, non ? On n'a qu'à échanger les 2 et lui donner la fausse. Ron, il verrait la différence mieux que nous, répliqua Hermione. Il est le seul à s'être rendu compte qu'il y avait eu un échange. Oui, mais on pourra filer en douce avant qu'il ne s'en aperçoive. Ron se recroquevilla sous le regard qu'Hermione lui lança. Ça, dit-elle à voix basse, c'est méprisable. Lui demander de l'aide et ensuite le trahir. Et après tu t'étonneras que les gobelins n'aiment pas les sorciers. Les oreilles de Ron étaient devenues écarlates. Très bien, très bien. C'est la seule idée qui me soit venue à l'esprit. Quelle est ta solution alors ? Il faut que nous lui offrions quelque chose d'autre, quelque chose qui ait autant de valeur. Brillante idée. Je vais aller chercher une autre épée ancienne fabriquée par des gobelins et tu lui feras un emballage cadeau. Le silence tomba à nouveau.
Harry était sûr que Gripsec n'accepterait rien d'autre que l'épée, même s'ils avaient un objet de même valeur à lui proposer. L'épée était cependant leur arme unique et indispensable contre les Horcruxes. Il ferma les yeux un moment et écouta le bruit de la mer. L'idée que Gryffondor ait pu voler l'épée lui était désagréable. Il avait toujours été fier d'être un Gryffondor. Gryffondor avait été le défenseur des Némoldus, le sorcier qui s'était opposé à l'ami des sangs purs, Serpentard. Peut-être que Gripsec ment, suggéra Harry en rouvrant les yeux. Peut-être que Gryffondor n'a pas pris l'épée. Comment peut-on être sûr que la version des gobelins est la bonne? Qu'est-ce que ça change? Demanda Hermione. Ça change la façon dont je ressens les choses, répondit Harry. Il respira profondément. Nous allons dire que nous lui donnerons l'épée quand il nous aura aidés à pénétrer dans la chambre forte. Mais nous prendrons la précaution de ne pas lui préciser à quel moment exactement elle pourra la récupérer. Un sourire s'étala sur le visage de Ron. Hermione, en revanche, parut s'alarmer. Harry, nous n'allons pas... Il l'aura, poursuivit Harry, après que nous nous en serons servis contre tous les Horcruxes. À ce moment-là, je la lui laisserai. Je tiendrai parole. Mais ça prendra peut-être des années, s'exclama Hermione. Je sais, mais lui n'a pas besoin de le savoir. Je ne lui mentirai pas. Pas vraiment. Harry croisa le regard d'Hermione avec un mélange de défi et de honte. Il se rappela les mots gravés au-dessus de la porte de Nurmengar. Pour le plus grand bien. Il repoussa cette pensée. Quel autre choix avait-il? Je n'aime pas ça, dit Hermione. Moi non plus, pas beaucoup, admit Harry. Moi, je trouve que c'est génial, approuva Ron en se levant. Allons lui annoncer ça. De retour dans la petite chambre, Harry présenta la proposition aux gobelins en évitant soigneusement de donner une date définitive pour la remise de l'épée. Pendant qu'il parlait, Hermione contemplait le plancher, les sourcils froncés. Harry en éprouva une certaine irritation, craignant qu'elle n'éveille les soupçons de Gripsec. Mais le gobelin ne regardait personne d'autre que Harry. « J'ai donc votre parole, Harry Potter, que vous me donnerez l'épée de Gryffondor si je vous apporte mon aide ?»« Oui, » répondit Harry. « Alors, serrons-nous la main, » dit le gobelin en tendant la sienne. Harry la prit et la serra. Il se demanda si ses yeux noirs percevaient dans les siens une trace d'appréhension. Gripsec le lâcha, puis frappa de ses mains l'une contre l'autre et dit « Alors, allons-y !» C'était comme s'ils avaient préparé une nouvelle expédition mystère. Ils se mirent au travail dans la petite chambre qui resta plongée, pour respecter les préférences de Gripsec, dans une semi-obscurité. « Je n'ai vu la chambre forte de Lestrange qu'une seule fois, » leur précisa Gripsec, le jour où on m'a demandé d'y placer la fausse épée. C'est l'une des plus anciennes. Les très vieilles familles de sorciers entreposent leurs trésors au dernier sous-sol, là où les chambres fortes sont les plus grandes et les mieux protégées. Ils s'enfermaient pendant des heures entières dans la pièce à peine plus grande qu'un placard. Lentement, les jours s'étirèrent en semaines. Il fallait résoudre une succession de problèmes, dont le moindre n'était pas la diminution considérable de leur réserve de polynectar. « Il n'en reste plus qu'une seule dose, » dit Hermione en penchant à la lumière de la lampe le flacon qui contenait l'épaisse potion couleur de boue. « Ce sera suffisant, » assura Harry qui examinait le plan de passage souterrain les plus profonds de Gringotts que Gripsec leur avait dessiné. Les autres habitants de la chaumière au coquillage pouvaient difficilement ignorer que quelque chose se préparait, car Harry, Ron et Hermione n'apparaissaient plus qu'aux heures de repas. Personne ne posait de questions, bien que Harry sentit souvent le regard de Bill se fixer sur eux lorsqu'ils étaient à table, un regard songeur et inquiet. Plus ils passaient de temps ensemble, plus Harry se rendait compte qu'il n'aimait pas beaucoup le gobelin. Gripsec se montrait étonnamment sanguinaire, s'exclafait à l'idée que des créatures de moindre importance puissent souffrir et semblait ravi que l'on envisageait l'éventuelle nécessité de malmener d'autres sorciers pour accéder à la chambre forte de Lestrange. Harry savait que son antipathie était partagée par les deux autres, mais il n'en parlait pas. Ils avaient besoin de Gripsec. Le gobelin ne prenait ses repas avec eux qu'à contre-cœur. Même après que ses jambes furent guéries, il avait exigé qu'on lui apporte à manger dans sa chambre, comme on le faisait pour Ollivander, qui, lui, était encore très faible, jusqu'au jour où Bill, à la suite d'un accès de colère de Fleur, était monté lui annoncer que cet arrangement ne pouvait plus durer. À partir de ce moment-là, Gripsec s'était joint à leur table, trop petite pour tant de convives, mais refusait de manger les mêmes plats qu'eux, insistant pour qu'on lui serve des morceaux de viande crue, des racines et divers champignons. Harry se sentait responsable. Après tout, c'était lui qui avait voulu que le gobelin reste à la chaumière au coquillage afin de pouvoir l'interroger. C'était aussi sa faute si toute la famille Weasley avait été obligée de se cacher, et si Bill, Fred, George et Monsieur Weasley ne pouvaient plus travailler. « Je suis désolé, » dit-il à Fleur, par une soirée venteuse d'avril, pendant qu'il l'aidait à préparer le dîner. « Je ne voulais pas t'imposer ça. » Elle venait de mettre des couteaux au travail, leur faisant couper des steaks pour Gripsec et Bill,
qui préférait sa viande saignante depuis qu'il avait été attaqué par Greyback, tandis que des lames tranchaient derrière elle. Son expression quelque peu irritée s'adoucit. « Harry, tu as sauvé la vie de ma sœur, je ne l'oublie pas. » Ce n'était pas vrai à proprement parler, mais Harry préférait ne pas lui rappeler que Gabriel n'avait jamais couru un réel danger. « De toute façon, poursuivit Fleur en pointant sa baguette vers une casserole remplie de sauce qui se mit à bouillonner sur la cuisinière. « Monsieur Ollivander s'en va chez Muriel ce soir. Ce sera plus facile. Le gobelin, elle se renfrognait en parlant de lui, n'a qu'à déménager au rez-de-chaussée. Et toi, Ronedine, vous prendrez la chambre là-haut. Ça ne nous dérange pas de rester dans le living room, répondit Harry qui savait que Gripsec ne serait guère enchanté de dormir sur le canapé. Or, contenter Gripsec était essentiel à leur projet. Ne t'inquiète pas pour nous. Lorsqu'elle essayait de protester, il continua. Bientôt, nous non plus, tu nous auras plus sur le dos. Ron, Hermione et moi. Nous n'aurons plus besoin d'être ici très longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire répliqua-t-elle en fronçant les sourcils, sa baguette pointée vers le plat mijoté, à présent suspendu dans les airs. Il n'est pas question que vous partiez. Vous êtes en sécurité dans cette maison. Elle ressemblait un peu à Madame Weasley en disant cela, et Harry fut content d'entendre la porte de derrière s'ouvrir au même moment. Luna et Tin entrèrent, les cheveux humides de pluie, les bras chargés de bois rejetés par la mer. « Et des oreilles minuscules, disait Luna. Un peu comme celles d'un hippopotame, d'après papa, sauf qu'elles sont violettes et couvertes de fourrure. Si tu veux les appeler, il faut leur fredonner un air. Ils préfèrent les valses, pas de musique trop rapide. » L'air gêné, Dean haussa les épaules en passant devant Harry et suivit Luna dans le living room salle à manger, où Ron et Hermione étaient en train de mettre la table. Sautant sur l'occasion pour échapper aux questions de Fleur, Harry prit 2 cruches de jus de citrouille et leur emboîta le pas. « Et si jamais tu viens chez nous, je te montrerai la corne. Papa m'en a parlé dans une lettre, mais je ne l'ai pas encore vue parce que les mange-morts m'ont enlevé dans le Poudlard Express et je n'ai pas pu rentrer chez moi pour Noël. » racontait Luna pendant qu'elle aidait Dean à remettre du bois dans le feu de la cheminée. « Luna, on te l'a déjà répété, lui lança Hermione. Cette corne a explosé. C'était celle d'un éruptif, pas d'un ronflac cornu. »« Non, c'était une corne de ronflac, affirma Luna d'un air serein. C'est mon père qui me l'a dit. Elle a sans doute dû se reformer maintenant. Elle se répare toute seule, tu sais. » Hermione hocha la tête d'un air consterné et continua à disposer les fourchettes sur la table. Bill apparut dans l'escalier, aidant M. Ollivander à descendre les marches. Le fabricant de baguettes paraissait toujours terriblement affaibli et se cramponnait au bras de Bill qui le soutenait d'une grande valise dans l'autre main. « Vous allez me manquer, M. Ollivander, » dit Luna en s'approchant du vieil homme. « Vous aussi, cher ami, vous me manquerez, » répondit Ollivander. Il lui tapota l'épaule. « Vous m'avez apporté un indicible réconfort dans cet horrible cas. »« Alors, goodbye, M. Ollivander, » dit Fleur en l'embrassant sur les 2 joues. « Et je voulais vous demander si vous pourriez me rendre le service d'apporter un paquet à la tante Muriel. Je ne lui ai jamais rendu sa tiare. »« Ce serait un honneur pour moi, » assura Ollivander en s'inclinant légèrement. « C'est la moindre des choses que je puisse faire pour vous remercier de votre généreuse hospitalité. » Fleur sortit un coffret de velours usé qu'elle ouvrit pour en montrer le contenu au fabricant de baguettes. La tiare reposait à l'intérieur, scintillante, étincelante à la lumière des 2 lampes basses suspendues au plafond. « Pierre de lune et diamant, » dit Gripsec qui était entré furtivement dans la pièce sans que Harry le remarque. « Fabriqué par des gobelins, je pense. »« Et payé par des sorciers, » ajouta Bill d'une voix douce. Le gobelin lui jeta un regard à la fois sournois et provocateur. Un vent fort soufflait en rafale contre les vitres du cottage lorsque Bill et Ollivander s'éloignèrent dans la nuit. Les autres se serrèrent autour de la table, coude à coude, et commencèrent à manger en ayant à peine la place de remuer les bras. À côté d'eux, le feu ronflait et craquait dans la cheminée. Harry remarqua que Fleur ne mangeait pas grand-chose. Elle lançait de fréquents regards vers la fenêtre, mais Bill revint avant qu'ils n'aient terminé leurs entrées, ses longs cheveux emmêlés par le vent. « Tout va bien, » annonça-t-il à Fleur. « Ollivander est installé. Maman et papa vous disent bonjour. Ginny vous envoie toute son affection. Fred et George rendent Muriel folle de rage. Ils continuent de faire marcher leur service de vente par hibou dans la chambre du fond. Elle a quand même été contente de retrouver sa tiare. Elle croyait que nous l'avions volée, m'a-t-elle dit. Ah ça, elle est vraiment charming, ta tante, répliqua Fleur avec colère. Elle leva sa baguette et les assiettes sales décollèrent de la table pour s'empiler toutes seules dans les airs. Fleur les attrapa au vol et les emporta dans la cuisine d'un pas énergique. « Papa a aussi fabriqué une tiare, » intervint Luna. « En fait, c'est plutôt une couronne. » Ron croisa le regard de Harry et sourit. Il se rappelait la coiffe ridicule qu'ils avaient vue chez Xenophilius. Il a essayé de reconstituer le diadème perdu de Cerdale. Il pense avoir identifié la plupart des éléments. Ajouter des ailes de Billywig l'a beaucoup amélioré. Quelqu'un cogna à la porte. Toutes les têtes se tournèrent.
Fleur sortit en courant de la cuisine, l'air apeuré. Bill se leva d'un bond, sa baguette pointée sur la porte. Harry, Ron et Hermione l'imitèrent. Silencieux, Gripsec se glissa sous la table pour se mettre hors de vue. « Qui est là » demanda Bill. « C'est moi, Remus John Lupin » lança une voix qui dominait le hurlement du vent. Harry ressentit une soudaine frayeur. Que s'était-il passé ? « Je suis un loup-garou marié à Nymphadora Tonks et c'est toi le gardien du secret de la chaumière au coquillage qui m'a donné l'adresse en me demandant de venir en cas d'urgence. »« Lupin » murmura Bill. Il se précipita vers la porte et l'ouvrit brutalement. Lupin trébucha sur le seuil, enveloppé dans une cape de voyage. Il avait le visage blafard. Il se redressa, regarda dans la pièce pour voir qui était là, puis s'écria « C'est un garçon! Nous l'avons appelé Ted, comme le père de Dora !» Hermione poussa un cri perçant. « Que? Tonks? Tonks a eu son bébé ?»« Oui, oui, elle a eu son bébé !» hurla Lupin. Des exclamations de joie et des soupirs de soulagement s'élevèrent tout autour de la table. Hermione et Fleur lancèrent d'une petite voix aiguë « Félicitations !» Et Ron ajouta un nom d'une gargouille, un bébé, comme s'il n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille. « Oui, oui, un garçon !» répéta Lupin, qui semblait ébloui par son propre bonheur. Il contourna la table à grands pas et serra Harry dans ses bras. On aurait dit que la scène qui s'était déroulée dans le sous-sol du Square Grimoire n'avait jamais eu lieu. « Tu veux bien être le parrain ?» lui demanda-t-il en relâchant son étreinte. « Moi » balbutia Harry. « Oui, toi, bien sûr. Dora est tout à fait d'accord, on ne peut pas trouver mieux. Oui, ça alors ?» Harry se sentait submergé, abasourdi, ravi. Bill se hâta d'aller chercher du vin et Fleur essaya de convaincre Lupin de boire un verre avec eux. « Je ne peux pas rester longtemps, il faut que j'y retourne » répondit-il en leur adressant à tous un sourire rayonnant. Harry ne l'avait jamais vu paraître aussi jeune. « Merci, merci Bill. » Bill eut bientôt rempli toutes les coupes. Ils se levèrent et portèrent un toast. « À Teddy Remus Lupin » dit Lupin, « un futur grand sorcier. »« À quoi ressemble-t-il » demanda Fleur. « À Dora, je crois. Mais elle pense plutôt qu'il me ressemble. Il n'a pas beaucoup de cheveux. Il semblait brun quand il est né, mais je vous jure qu'ils sont devenus roux une heure plus tard. Ils seront sans doute blonds quand je reviendrai. » Andromeda dit que les cheveux de Tonks ont commencé à changer de couleur le jour même de sa naissance. Il vida sa coupe. « Bon, d'accord, encore, » ajouta-t-il radieux tandis que Bill la remplissait à nouveau. Le vent secouait le petit cottage et le feu aux flammes bondissantes craquait dans la cheminée. Bientôt, Bill ouvrit une autre bouteille de vin. La nouvelle apportée par Lupin les avait rendus fous de joie, les avait arrachés provisoirement à leur état de siège. L'annonce d'une nouvelle vie avait quelque chose d'exaltant. Seul Gripsec paraissait indifférent à la soudaine atmosphère de fête et, au bout d'un moment, il retourna furtivement dans la chambre qu'il n'était plus obligé de partager à présent. Harry crut que les autres n'avaient pas remarqué son départ, mais il vit Bill suivre des yeux le gobelin qui montait l'escalier. « Non, non, cette fois il faut vraiment que j'y aille » dit enfin Lupin en refusant une nouvelle coupe de vin. Il se leva et s'enveloppa dans sa cape de voyage. « Au revoir, j'essayerai de vous apporter des photos dans quelques jours. Ils seront tous ravis de savoir que je vous ai vu. » Il attacha sa cape et fit ses adieux, embrassant les femmes, serrant chaleureusement la main des hommes, puis, le sourire toujours aussi rayonnant, il replongea dans la nuit agitée par la tempête. « Tu vas être parrain, Harry !» s'exclama Bill. Ils étaient entrés tous les deux dans la cuisine en aidant à débarrasser la table. « Un véritable honneur ! Félicitations !» Harry posa les coupes vides qu'il avait emportées et Bill referma la porte sur eux, étouffant les bruits des voix des autres qui, même après le départ de Lupin, continuaient de célébrer l'événement avec volubilité. « En fait, je voulais te dire un mot en privé, Harry, mais ce n'était pas facile de trouver un moment tranquille avec tout ce monde. » Bill hésite. « Harry, tu prépares quelque chose avec Gripsec. » C'était une affirmation, pas une question, et Harry ne se donna pas la peine de nier. Il se contenta de regarder Bill, attendant la suite. « J'ai l'habitude des gobelins, » poursuivit Bill. « Je travaille pour Gringotts depuis que j'ai quitté Poudlard. Dans la mesure où les liens d'amitié entre sorciers et gobelins sont possibles, je peux dire que j'ai des amis gobelins, ou au moins qu'il y a des gobelins que je connais bien et que j'aime bien. » Bill hésita à nouveau. « Harry, qu'as-tu demandé à Gripsec, que lui as-tu promis en échange ?»« Je ne peux pas te le révéler, » répondit Harry. « Désolé, Bill. » La porte de la cuisine s'ouvrit derrière eux. Fleur essayait d'apporter d'autres coupes vides. « Attends un peu, » lui demanda Bill. « Juste un instant. » Elle recula et la porte se referma. « Dans ce cas, voilà ce que j'ai à te dire, Harry, » reprit Bill. « Si tu as conclu un quelconque marché avec Gripsec, et surtout si ce marché implique un objet précieux, il faut que tu fasses preuve d'une exceptionnelle prudence.
Chez les gobelins, les notions de propriété, de paiement et de remboursement ne sont pas les mêmes que chez les humains. Harry, soudain mal à l'aise, eut un léger haut-le-corps, comme si un petit serpent s'était mis à remuer en lui. « Qu'entends-tu par là » demanda-t-il. « Il s'agit de deux espèces différentes, » répondit Bill. « Les relations entre les sorciers et les gobelins ont toujours été tendues au cours des siècles. Mais tu as appris tout cela en histoire de la magie. Les fautes sont partagées. Je ne prétendrai jamais que les sorciers sont innocents, mais il existe chez certains gobelins, et peut-être plus encore chez ceux de Gringotts, une croyance selon laquelle on ne peut pas faire confiance aux sorciers quand il est question d'or et d'objets précieux. Les sorciers, disent-ils, n'ont aucun respect pour la propriété des gobelins. « Moi, je respecte, » commença Harry, mais Bill l'interrompit d'un hochement de tête. « Tu ne comprends pas, Harry. Personne ne peut comprendre s'il n'a pas vécu avec des gobelins. Pour eux, le maître véritable et légitime d'un objet est celui qui l'a fabriqué, et non pas son acquéreur. À leurs yeux, toute œuvre réalisée par des gobelins leur appartient de plein droit. Mais si on l'a achetée, alors ils considèrent qu'elle a été simplement louée par la personne qui leur a donné l'argent. Ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à accepter l'idée que des objets fabriqués par eux puissent être transmis de sorcier à sorcier. Tu as vu la tête de Gripsec quand la tiare lui est passée devant les yeux? Il désapprouve. À mon avis, il doit croire que, comme les plus farouches de ses congénères, qu'elle aurait dû être rendue aux gobelins à la mort de la première propriétaire. Ils estiment que notre habitude de conserver les objets qu'on leur achète et de les transmettre de sorcier à sorcier sans payer davantage n'est pas très différent d'un vol. Harry sentit soudain le poids d'une menace. Il se demanda si Bill n'avait pas deviné plus de choses qu'il ne le laissait croire. « Tout ce que je veux dire, » conclut Bill, la main sur la poignée de la porte, « c'est qu'il faut être très prudent quand on promet quelque chose à des gobelins, Harry. Il serait moins dangereux d'entrer par effraction chez Gringotts que de ne pas respecter une promesse faite à un gobelin. »« Très bien, » répondit Harry, alors que Bill ouvrait la porte. D'accord, merci. Je garderai ça à l'esprit. Tandis qu'il retournait avec Bill auprès des autres, une pensée ironique lui vint en tête, provoquée sans doute par le vin qu'il avait bu. Il semblait destiné à devenir pour Teddy Lupin un parrain aussi téméraire que l'avait été Sirius pour lui. Et voilà! J'espère que cette petite lecture vous aura plu, que ce nouveau format de vidéo, je ne sais pas s'il se reproduira, là vraiment j'ai voulu le faire de suite à la vidéo des Sims, voilà, mais en tout cas j'espère voilà, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu aussi, comme d'habitude à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, comme je pense que je vous ai tout dit et que j'ai dit beaucoup de choses encore dans cette vidéo, et bien je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, Nox!